Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre quotidienne, le grand soir qui prend ses quartiers à l'instant. Vous le savez, durant 1h52, nous serons au cœur de l'actualité, formule débat pour justement évoquer la CAN marocaine du côté justement du Maroc, avec une présence affirmée et désormais affichée des Lions indomptables du Cameroun qui ont pris leur quartier justement du côté de Agadir. Agadir qui sera le camp de base des Lions indomptables. On va justement ensemble revenir et faire parler les échos de la tanière avec justement ces actualités qui tournent essentiellement autour du brassard, du capitanat des Lions, autour de la probable composition justement pour le premier match, autour des premiers pas de Pagou. On va en parler ce soir justement de ces échos de la tanière avec vous, chers monsieur, chères dames. On ira aussi là du côté de la crise post-électorale avec une actualité qui justement n'en finit plus justement d'inquiéter. On parle là de l'opposant Djekam Tchameni, incarcéré le 5 décembre dernier. Il est accusé justement d'atteinte contre la sûreté de l'État, mais les nouvelles tirées à bonne source nous font comprendre que l'opposant est gravement malade, sa santé s'en va déliquescente. On va essayer ensemble de nous appesantir sur la problématique en justement nous posant la question de savoir si justement une libération de Djekam Tchameni pourrait être une mesure d'apaisement lorsque l'on sait justement que les soubresauts, les premiers ou alors les derniers inhérents à la campagne et à l'élection présidentielle de 2025 sont véritablement derrière nous. Peut-on penser, au égard à la santé de l'opposant, à une libération? On en parle ce soir sur le plateau du Grand Soir et on terminera ce périple au cœur de l'actualité avec une autre actualité, celle-là aussi inhérente au conseil régional du Sud, avec ce qu'on pourrait qualifier de leçons. Qu'est-ce que cette élection nous a appris? Parce que justement, ce n'était pas une élection comme les autres. On a vu des contestations, on a vu justement un modus operandi qui n'était pas prévu, on a vu un report, on a vu des conseillers justement dire non à la hiérarchie du RDPC, on a vu Gervendo prendre eu égard à sa popularité, eu égard justement à son fort ancrage au niveau de la base, prendre la tête du Conseil régional du Sud. On tire les leçons avec vous, chers monsieur, chères dames, ce soir, sur le plateau du Grand Soir. Lorsque je l'ai dit, je prends mon traditionnel verre d'eau et je reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent. A tout de suite. Venu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau du Grand Soir et pour ce périple au cœur de l'actualité, au cœur de l'information, la vraie. Ils sont déjà trois en plateau avec nous pour nous accompagner. Je commence par justement ma gauche profonde avec un analyste socio-politique. C'est le secrétaire général de ADS, monsieur Patrick Assiga de son prénom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes frères copanélistes de ce soir pour l'honneur que vous nous faites de nous convier sur ce plateau ô combien vraiment relevé pour parler de l'actualité du Cameroun. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à Auto Management, sans oublier l'équipe technique qui nous accompagne. C'est toujours un honneur, un plaisir lorsque nous sommes invités à Info TV pour parler des affaires, des problèmes qui minent bel et bien la société du Cameroun. Et en tant que société civile, on se doit, on a l'obligation morale de répondre présent, question d'apporter du nôtre en ce qui concerne les problèmes de notre pays. Merci une fois de plus pour l'invitation. Merci à vous, M. Assiga, et à toute la société civile que vous représentez en cette estrade pour la présence, une fois de plus renouvelée ce soir. Je vais vers ma droite avec M. Michel Gabriel Chougem. Il est enseignant syndicaliste. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, 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 messieurs les journalistes, bonsoir, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent dans le pays et hors même du pays. Recevez, mes chers copanélistes, mes salutations distinguées ainsi que les vœux les meilleurs que je formule pour vos familles respectives.
disant cela, monsieur le journaliste, je voudrais que vous me permettiez de dire un mot, n'est-ce pas, en termes de fierté, en termes de joie et de régresse par rapport à nos collègues enseignants qui ont été libérés il y a de cela quelques semaines, notamment monsieur Assoa Roland Etoga, qui est le secrétaire général du COREC, et monsieur le professeur Abba Oulou, qui ont retrouvé la liberté il y a cela quelques semaines. En même temps que je le dis, je voudrais également, n'est-ce pas, faire un plaidoyer auprès de l'État du Cameroun par rapport à nos autres collègues qui sont encore incarcérés au moment où je parle. J'ai cité notamment, n'est-ce pas, ma sœur et collègue Ticho Florence Aimé, qui est incarcérée du côté de la prison de Nouvelle à Douala, et monsieur Toussé Jackson, qui est incarcéré au niveau d'une Kondengui ici à Yaoundé, sans oublier, n'est-ce pas, nos frères politiciens qui sont en train de souffrir, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, parlant, n'est-ce pas, de la maladie dont souffre monsieur Chameni Diekam, du côté de Kondengui. Et bien que l'État, n'est-ce pas, nous prions que l'État lance un coup d'œil très très respectueux, très très familial, très très, qu'est-ce que j'allais dire, très amical, très fraternel, pour élargir tous ses compatriotes. Merci, Michel Gabriel Chougem. Lorsque vous êtes sur le plateau du Grand Soir, rassurez-vous, vous êtes écouté puisque les premiers résultats commencent déjà à tomber. On va prendre un léger break et on revient tout de suite après. Sur le plateau du Grand Soir, après ce léger break, la technique nous rassure que désormais nous sommes 5 sur 5. Je poursuis l'exercice de présentation avec vous, Arthur Nkor. Vous êtes stratège, vous êtes attentif aux actualités. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir au plateau, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et un bonsoir particulier à M. Mveng, que je n'ai pas vu depuis et que je dois voir, mais que je verrai certainement. Merci à vous, Arthur, pour la présence. On va dans la perspective et surtout l'attente de ceux qui vont aussi nous accompagner plus tard, en espérant qu'ils vont nous rejoindre, puisque la ville de Yaoundé semble être pour le moins embouteillée de partout. On va débuter avec vous, Monsieur Assega, sur justement ces échos de la tanière avec les Lions indomptables du Cameroun, qui sont désormais du côté du Maroc, avec tout ce qu'il y a comme polémique et tout ce qu'il y a comme attente autour de la bande d'Apagou. Stéphane, il faut dire une chose, les Lions indomptables sont, quand on essaie de regarder l'atmosphère du côté du Maroc, ils sont sereins. Ils sont sereins, on retrouve une équipe de Lions indomptables qui a envie de gagner. On a vu Carlos Baleba par exemple qui dédiait son dossard à sa maman. On a vu des joueurs qui sont animés de gagner. C'est un peu cet esprit de gagne que nous recherchons depuis un certain temps et que nous pouvons nous dire, certainement on l'a retrouvé, cet esprit de gagne, et on se dit, nous irons peut-être pas pour gagner, mais nous sommes en train d'aller vers une construction définitive qui pourra nous permettre au moins d'avoir une assise vraiment sérieuse, permettant ainsi de retrouver les Lions d'antan. Il faudrait dire une chose. On a vu Pagou en train de supputer sur un groupe qui pourrait effectivement porter les Lions indomptables vers des cimes où il fallait choisir, il fallait désigner, et nous attendons, bien sûr, il fallait désigner celui-là qui va porter les Lions en tant que leader avec le brassard. Vous choisiriez qui, puisque les indiscrétions nous font comprendre que Christian Bassogop aurait eu égard à son ancienneté, eu égard justement à sa présence dans le groupe, les faveurs et les pronostics. Il nous a présenté trois leaders. Christian Bassogor, il nous a présenté David Epassi, il nous a présenté Noutolo. Pour les trois, il faudrait dire une chose. Christian Bassogor est bel et bien le plus ancien.
parmi eux. C'est vrai, ils ont en réalité 4 compétitions, mais Christian Bassogor, quand on essaie de revoir 2017, il était effectivement l'homme de la situation. Il est d'ailleurs sorti le meilleur joueur de la compétition, de la CAN 2017. Bien entendu, il pourrait faire l'affaire, comme on a l'habitude de le dire. Mais quand on essaie de regarder aussi l'âge qui va avec Christian Bassogor, il faudrait qu'on se retrouve aussi en train de penser à Christian Bassogor, celui-là qui est capable de jouer 90 minutes et plus pour pouvoir gérer. Or, quand on essaie de regarder comment est-ce qu'on l'a utilisé depuis un certain temps, on se rend bien compte qu'il n'a pas été utilisé dans son entièreté. C'est-à-dire, il n'a pas utilisé sur les 90 minutes d'un match de football. Du coup, on peut se dire, si le coach Pagou estime que Christian Bassogor peut faire l'affaire en termes de performance sur le terrain et dans la durée, alors pourquoi pas lui? Toutefois, s'il pense que Christian Bassogor est déjà celui-là qui peut jouer à la limite du temps, alors à partir de cet instant-là, je crois que la personne qui suit, c'est nous, Tolo, qui pourrait bel et bien prendre le brassard. Mais il faudrait dire une chose. Quand on parle de brassard, le tout n'est pas d'être ancien pour pouvoir être capitaine d'une équipe. Il faudrait que les uns et les autres comprennent une chose, c'est que un leader, parfois on est leader, on ne devient pas leader. Oui. C'est pas l'ancienneté qui nous confère effectivement la qualité de leader. Parce que un jeune comme Arthur Avon peut être capitaine dans cette équipe. Dans la mesure où il peut avoir en lui effectivement un certain nombre de dispositions, de prédispositions naturelles faisant en sorte qu'il puisse être leader. Et autre chose, parfois on a les leaders naturels qui n'ont même pas besoin d'arborer le brassard pour pouvoir gérer, pour pouvoir amener ses frères, ses coéquipiers à suivre telle ou telle logique. Mais on peut être un leader naturel. Souvenez-vous, à l'époque de Marc-Vivien Foy, qui était de regretter mémoire aujourd'hui, oui, tout le monde est unanime qu'il n'avait jamais porté le brassard, mais était le capitaine, était le leader dans le vestiaire. Souvenez-vous de Samuel Eto'o au Barça, au Barça Club. Samuel Eto'o n'a jamais porté le brassard au Barça, mais quand il nous fait part de ses exploits au vestiaire, on voit un Samuel Eto'o qui était leader, qui était capitaine au vestiaire. Parce que souvenez-vous de la coupe de la Champions League 2006 où Samuel Eto'o, et cela revient des témoignages de Ludovic Djuli, qui reconnaît effectivement quand Samuel Eto'o, celui-là qui allait le bousquer dans les vestiaires à la mi-temps pour lui faire comprendre que nous allons gagner. C'est pour dire qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de cette étoffe de tissu sur le bras pour être leader. Un leader peut être naturel et être désigné comme tel dans le vestiaire en fonction de son tempérament, en fonction de son aura de rassembleur, en fonction de ce qu'il est en mesure de ramener tout le monde pour un intérêt général. Merci. Et cela, ça ne s'acquiert pas parce qu'on est ancien, ça ne s'acquiert pas parce qu'on joue, on est meilleur footballeur que les autres, mais c'est parce que c'est une prédisposition naturelle. Et je suis certain que dans ce groupe de Pagou, on peut retrouver à l'intérieur des leaders naturels qui peuvent effectivement porter cette équipe vers la gagne. À partir de cet instant, on peut dire que Pagou, s'il a voulu peut-être honorer les anciens, les trois que nous avons cités, ce n'est pas toujours ceux-là qui sont tenus de l'être. On peut retrouver parmi les jeunes, parmi ceux qui viennent d'arriver, ceux-là qui peuvent effectivement porter l'hégémonie de l'équipe nationale avec l'idée maîtresse de gagner. Merci, monsieur Assiga. Michel Gabriel Choujane, je me tourne vers vous. Alors, la bande à Pagou est au Maroc, avec tout ce que cela
peut susciter comme inquiétude ou enthousiasme, ça dépend de la part du public sportif camerounais. Un effectif sans les cadres, ceux-là qui hier encore étaient quasiment les patrons du vestiaire. On peut parler d'Andrew Nana, on peut parler de Michael Ngade, on peut parler de Mouminga Maleu qui ont été laissés justement sans oublier le milieu de terrain mis de côté. Zambouanguissa, oui. Pour l'instant, on l'annonce blessé du côté de Naples. Ils ont été mis de côté. On voit une équipe assez rajeunie et avec beaucoup d'interrogations aussi. Est-ce que, lorsque vous observez cet effectif, vous pouvez être rassuré en tant que Camerounais qu'il y a de la matière et qu'on peut attendre justement un parcours honorable sans les cadres que nous venons de citer? Être rassuré, moi je dirais, je suis plutôt pessimiste. Je doute plutôt. Je ne suis pas pessimiste, mais je doute plutôt. J'ai plutôt des inquiétudes. Pas de rassurance, parce qu'on ne peut pas bâtir une équipe qui va dans une compétition aussi relevée que la CAN, avec 14 nouveaux joueurs, 14 joueurs qui n'ont jamais, n'est-ce pas, participé à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est plutôt, ça semble même être inquiétant. Bon, je voudrais dire que parmi ceux que vous avez appelés les cadres là, il y a des joueurs tels que le gardien de but, André Onana, et le défenseur Ngandu Nganju. Voilà les deux joueurs qui, à mon avis, je dirais même, certes, je ne suis pas technicien de football, mais je crois que c'est une erreur, n'est-ce pas, du coach Pagou d'avoir laissé ces deux-là. Le gardien de but, André Onana. Et je voudrais même rappeler que ce gardien de but, malgré qu'il a été disqualifié par l'entraîneur Pagou, il est dans ce qu'on appelle la mascotte, n'est-ce pas, là-bas au Maroc. Oui. Donc les Marocains, les organisateurs considèrent même qu'il va participer alors qu'il est disqualifié. Oui, c'est qui témoigne du talent du joueur. C'est qui témoigne de sa renommée internationale. Vous voyez? Donc pour moi déjà, c'est une erreur, n'est-ce pas, de casting de la part de l'entraîneur. Et parlant donc même de cet entraîneur, j'ai peur que le président de la Fédération ne tombe dans les mêmes travers d'il y a de cela, je crois, 4 ans, avec la présence de M. Rigobert-Song sur le banc de touche. Tout le monde sait que M. Rigobert-Song, à son époque, est parti avec un bilan un peu négatif. Vous voyez? Donc, lorsqu'on laisse des entraîneurs... Un peu négatif, mais il aura qualifié les Lions pour la... Oui, avec un bilan un peu négatif par rapport au match livré et au match gagné. C'est un peu négatif. Alors, lorsqu'on a, n'est-ce pas, des joueurs, comme je l'ai dit, de renommée internationale, qu'on laisse, tel que le gardien on en a, pour moi, c'est un peu inquiétant. Maintenant, concernant le brassard, je crois qu'il y a généralement 3 critères cardinaux qui amènent un coach à choisir ses capitaines. Il y a d'abord, n'est-ce pas, il y a d'abord l'ancienneté, oui. Il y a la discipline du joueur, oui. Et le talent. Voilà les 3 critères fondamentaux sur lesquels il faut se baser, il faut se fonder pour dire que tel est capitaine, l'autre est vice-capitaine. L'ancienneté, la discipline qui va avec la régularité et enfin le talent du joueur. Donc, quand je vois, n'est-ce pas, la shortlist de l'entraîneur Pagou, constituée de nous, Tolo, David Epassi et Christian Bassogok, oui. Je me rends compte qu'il a basé, n'est-ce pas, son plan, il a basé, n'est-ce pas, ses critères sur l'ancienneté et la discipline. Il a un peu mis à côté le talent. Or, une équipe ne gagne pas sans talent. Le meilleur joueur de la CAN 2017 serait sans talent. Aujourd'hui, il est un peu en peine de vitesse. Raison pour laquelle, depuis déjà 2 ans, peut-être même déjà 3 ans, Bassogok n'est plus titulaire. Il joue, d'accord, il est régulier, d'accord, mais il ne joue plus en qualité de titulaire. Quel que soit l'entraîneur qui est à la tête de Lyon. Oui. Voilà, il n'est plus titulaire. C'est témoin, n'est-ce pas, pas qu'il est mauvais joueur. L'âge également pèse. Personne ne peut le nier. Bassogok n'est plus le même joueur qui a de cela, il y a 6 ans, 7 ans à la CAN au Gabon. Il n'a plus cette fraîcheur physique-là. Très bien. Donc, je voudrais donc dire que cet entraîneur, n'est-ce pas, Pagou, n'est-ce pas, commence un peu là. Ces choix ne sont pas très. Les objectifs devraient rester sportifs dans ces choix, ce qui n'est pas le cas. Bien, maintenant, j'ai compris, mon collègue Assig a parlé, n'est-ce pas, d'un joueur tel que Arthur Avom, qui pourrait également prétendre au titre de capitaine. Ce n'était qu'un exemple. Hein. Voilà. Parmi tant d'autres, tu pouvais citer aussi Carlos Baleba. Que ce soit Carlos Galega, qui sont des bons joueurs, qui sont des joueurs talentueux, mais leur nouveauté, leur jeunesse ne peut pas encore, n'est-ce pas, leur donner droit au brassage. J'aurais encore voulu plutôt qu'il me parle d'un joueur tel que Brian Bemo, qui certes n'est pas aussi très ancien, mais tout le monde reconnaît, n'est-ce pas, sa performance. Du côté de l'Angleterre, c'est même peut-être l'un des plus talentueux. Lorsqu'on voit les 28 joueurs qui sont appelés, il est le plus, sinon l'un des plus talentueux
sur qui le Cameroun compte pour gagner éventuellement la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et je voudrais encore revenir, n'est-ce pas, sur ce que mon frère a dit tout à l'heure, lorsqu'il a dit que, j'ai noté, peut-être pas pour gagner. Les Lions vont, peut-être pas pour gagner. Non, non, lorsqu'on est le Cameroun, on va à une compétition, même la Coupe du Monde, c'est pour gagner, c'est pour remporter. Si on ne remporte pas, il y a échec. Si on ne remporte pas, il y a échec. Lorsqu'on fait le Cameroun, qui est 5 fois, s'il vous plaît, qui est 5 fois champion d'Afrique. Oui. Quand on s'appelle le Cameroun et quand on va même à la Coupe du Monde, c'est pour gagner le trophée. Tant qu'on n'a pas gagné, c'est l'échec. Je vais compter les filles. Merci. Merci, M. Gabriel Chougem. Je vais prendre l'avis d'Arthur encore sur le plateau. Alors, Arthur, sur le plan communicationnel, des esprits et de nombreux observateurs nous font savoir que justement, la communication autour de Lyon semble assez verrouillée et qu'il n'y aurait justement que des confrères affiliés à la fédération qui ont justement accès à Tanière de Lyon et que certains seraient refoulés aux portes, leur empêchant ainsi de faire leur travail. Est-il possible qu'on puisse avoir un résultat si la communication autour des Lions indomptables du Cameroun est autant verrouillée et que justement il n'y a pas ce contact en termes d'information entre ces journalistes qui sont sur le terrain et les joueurs et l'encadrement autour de Lyon? Peut-on avoir symbiose et visée commune dans un environnement aussi verrouillé, aussi strict? On n'a pas besoin de symbiose pour gagner un match avec les médias. Ce n'est pas les médias qui jouent. Ce n'est pas le maillot qui joue parce que nous sommes passés maîtres dans un habillage externe qui perturbe souvent le principal. J'ai entendu beaucoup de choses. Je vais répondre à votre question, mais il était utile de rappeler à M. Chougem. Oui, oui. Chougem. Que une sélection nationale n'est pas un club. C'est donc le choix, un alliage entre le talent et la discipline. Et dans discipline, je mets l'esprit de groupe. Alors, ayez tout le talent que vous voulez. Si vous perturbez la quiétude d'un groupe, l'entraîneur vous mettra de côté, malgré votre talent. Et les exemples dans le foot sont légion. Personne n'a dit le contraire. 98, Aimé Jacquet a, sous ses ordres, Eric Cantona, Ginola. Et il les met de côté. Personne n'a dit le contraire. Pour des problèmes d'indiscipline. Mais personne ne peut me prouver cela qu'André Onana est un joueur indiscipliné. Non, comme c'est pas ma question, comme c'est pas ça qu'on m'a demandé, je vais faire comme si je n'ai pas entendu. Mais les cas d'indiscipline sont aussi légion. Donc, mais passons. Okay. Pour revenir à la question posée par M. Mbarga, j'ai d'ailleurs écrit tout à l'heure une mini-chronique là-dessus, une mini-tribune. Et je suis désolé qu'il ait parlé de confrère. Ce monsieur qu'on a chassé n'est pas un confrère. Il faut que les choses soient dites clairement à la télévision. Un blogueur n'est pas un journaliste. J'ai déjà du mal parce que la science m'a fait comprendre que c'est quand même un média. Oui. J'ai mal au cœur en disant ça, mais je suis obligé de dire c'est la science. Mais la science nous dit aussi qu'il y a des médias sans journalistes. Le blogueur dont vous parlez avait pourtant ses habitudes. Sous l'ancien staff, on le voyait très présent dans la tanière. On le voyait aller justement au contact de certains joueurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. Pourquoi, lorsque le staff change, on a l'impression que la communication se fait verrouiller et qu'il y a comme une certaine fixation sur le média qui le représente? Quelqu'un de très connu dans ce pays a dit que n'oubliez pas que le monde peut changer. Et le monde a changé. C'est qui? Et maintenant, si vous faites pour mantra de mentir, de manipuler, l'institution est en droit. Ça s'appelle la punition médiatique. Ça existe. Nous avons 3 phases. Nous avons la punition médiatique, nous avons la rosade, nous avons la dictature médiatique. La FECAFOOT est libre et assume son choix de punir un monsieur qui ne dit pas la vérité. Parce qu'il s'agit aussi de ça. Il est nocif pour ce groupe, il est nocif pour l'opinion. Parce qu'il y a des gens qui les boivent, ces gens, sans rien trier. Donc la FECAFOOT aujourd'hui assume sa posture en disant que je ne vous veux pas. Comme en Italie, il y a ce qu'on appelle silenzio stampa. Ça veut dire qu'un club décide que personne ici ne parle à la presse. Oui. Je ne vois pas trop d'explications là-bas quand on fait ça là-bas. Donc la FECAFOOT est libre de dire que ce monsieur est nuisible pour mon groupe. Je le mets à l'écart. Elle en a parfaitement le droit. Oui. Aussi simple que ça. La CAN a 24 équipes.
il peut acheter son billet, il va filmer. C'est pas malien ou Burkina. Justement, il faut que les gens apprennent à se comporter correctement. Parce que ça rattrape. On ne vous a pas dit d'être l'ami de l'Africafoot. On vous dit de dire que le maillot est vert quand il est vert et qu'il est rouge quand il est rouge. Pas besoin d'être ami avec l'Africafoot pour faire ça. Mais tout le monde voit le travail. Et moi le premier, le travail de SAP que ces éternels contempteurs font autour des Lions Indomptables depuis que le plus grand entraîneur de l'histoire de l'hémisphère sud a été limogé du Cameroun. Donc il faut que les gens soient sérieux et assument les retours de bâton. Donc l'Africafoot est en droit de dire, et elle n'est pas seule à le faire, LFI le fait, le RN le fait, même moi il peut décider que je ne reçois pas un message chez moi. Donc c'est aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs. Si le type recommence à écrire des choses cohérentes, exactes, on l'accepte. Merci Arthur encore, le temps de dire un bonsoir et souhaiter une chaleureuse bienvenue à monsieur Anissé Noir qui nous a rejoint. Plus besoin de préciser qu'il est enseignant, il est syndicaliste, il est analyste sociopolitique aussi. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes companistes, bonsoir aux nombreux milliers d'utilisateurs qui nous font l'honneur et le plaisir de nous regarder ce soir. Alors, vous arrivez juste au moment où nous sommes en train d'épiloguer sur ces échos de la tanière avec les toutes dernières actualités. On essaie de les prendre de façon ramassée, vous l'aurez constaté aussi. Alors, on est là sur des aspects inhérents au management. On a vu Pagou se déployer, on a vu justement ses premières orientations, on a vu aussi toute la pression qui accompagne son déploiement, on a vu son casting. Le casting qui met en avant des joueurs pas très connus, quelquefois, avec quelques sélections assez insolites. On parle d'un international désormais, issu d'une division brésilienne qui fait la une des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire, lorsque vous observez justement ce casting, avec les profils qui sont mis en avant par le sélectionneur Pagou, que justement le Cameroun peut rééditer des exploits de 2000 et même de 2002? Il faut dire que c'est un pari risqué de prendre une équipe avec des joueurs comme M. Choujem le disait tout à l'heure, essentiellement qui n'ont pas encore fait une compétition comme la CAN. Mais c'est aussi un parcours qu'on peut se construire avec une telle équipe, parce que lorsqu'on prend une équipe avec des joueurs comme cela et qu'on réussit et qu'on arrive au cercle, je crois que cela est à féliciter. Je crois que c'est cela qui a valu la notoriété à Marc Brice en 2017. Vous savez que lorsque... j'allais dire Hugo Bross, excusez-moi la confusion, j'allais dire Hugo Bross en 2017. Vous savez que lorsque Hugo Bross décide d'aller à la CAN avec certains joueurs, le Cameroun, les Lions Indomptables étaient considérés comme des outsiders. Lorsqu'ils arrivent à cette CAN-là, ils ont fait montre d'un certain talent, et dans cette équipe-là, vous savez qu'il y avait des joueurs là-dedans qui n'avaient jamais fait une CAN et qui étaient même dans des championnats, même si exotiques, mais au final, on a eu le résultat qu'on a eu, et cela est à mettre à l'actif d'Hugo Bross. Maintenant, pour revenir à M. David Pagou, M. David Pagou a fait un pari risqué, et comme je le disais tout à l'heure, et je crois que il assume pleinement, parce qu'il a dit il préfère faire avec des joueurs, des non-name, permettez-moi l'expression, mais s'il y a de la discipline dans la tanière, s'il y a de la discipline au sein du groupe, je crois que cela peut porter des bons fruits, et on voit que c'est-à-dire l'ambiance qui règne dans la tanière est un peu différente de ce qu'on a vécu par le passé. C'est vrai que nous sommes revenus à la calmie, mais on sent quand même une équipe qui a envie de démontrer quelque chose aux yeux du monde. Il y a certains qui se sont exprimés, que ce soit sur les blogs ou alors dans leurs différentes pages méta, qui ont dit que ils ont envie de démontrer qu'ils ont aussi leur place dans cette compétition-là. Et je crois que c'est dans cette logique-là qu'il faut aller. Il faut sortir des polémiques qu'on a toujours eues, c'est-à-dire tel est meilleur ou alors tel n'est pas meilleur. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le bloc et dire que ces enfants-là peuvent rééduquer l'histoire de 2017. Et il n'est pas impossible que cette histoire-là soit rééduquée. À partir du moment où on a des éléments, c'est-à-dire la quiétude, les joueurs sont dans les conditions optimales, parce
que lorsque vous suivez les échos qui viennent de la tanière, on n'a plus des joueurs qui arrivent à l'aéroport, qui passent la nuit à l'aéroport, comme cela c'était le cas avant. On n'a plus des joueurs qui, c'est pas moi, crèchent dans les hôtels un peu moins communs. Donc on a l'impression que tout est revenu à la normale et ces joueurs-là sont dans des conditions optimum qui permettent qu'ils puissent gagner une CAN, même si le président de la FECAFOOT nous a appelé à être humble parce que, souvenez-vous, lorsqu'on va au Qatar, M. Samuel Eto'o nous a dit qu'on y allait pour gagner la Coupe du Monde. Vous avez cru? Je crois que, moi je n'ai pas cru, mais je crois que M. Samuel Eto'o c'est un sportif. Lorsqu'un sportif, même si aujourd'hui il est manager, lorsqu'il va à une compétition, il ne va pas pour la perte. Donc c'est dans cet esprit-là qu'il était. Malheureusement, les Camerounais n'ont pas compris la vision dans laquelle ils se projetaient parce que s'ils se disaient non, on va à cette compétition-là pour sortir au premier tour, je crois que même les joueurs seraient allés étant démotivés. Et vous avez vu, on a véritablement fait l'espoir parce que nous allons à cette compétition-là, étant donné que les dernières compétitions, nous n'avons pas engrangé autant de points qu'à cette compétition-là. Et nous avons réussi l'espoir, souvenez-vous, de battre le Brésil. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais le Cameroun qui va à une compétition, lorsque on a le Cameroun qui a un ranking un peu inférieur ou alors très inférieur au Brésil et qui parvient à le battre, je crois que cela est à féliciter. Donc, je vais revenir pour dire que M. Samuel Eto'o nous a appelé à être humble, mais je crois que lorsque les joueurs sont dans les conditions que j'ai énoncées tout à l'heure, je crois qu'ils peuvent faire montre d'un talent et nous permettre de vibrer lors de cette compétition-là. Maintenant, permettez-moi de revenir sur le capitanat. Oui, permettez-moi de revenir sur le capitanat. Il faut dire que je crois que M. David Pagou s'est inscrit dans la continuité. À partir du moment où les cadres qui étaient là, c'est-à-dire Aboubakar Vincent, Zambouanguissa, Ando Nana, Michael Ngandé ne sont plus dans la carrière. Vous comprenez, vous en tant qu'observateur, la mise à l'écart? Oui, je comprends leur mise à l'écart parce que... ça n'est pas mis à l'écart, il faut aussi préciser ça. Oui, on l'a déjà précisé. La mise à l'écart... Bon, restons sur des critères sportifs. Oui. C'est ça qui nous intéresse en premier. La mise à l'écart d'un joueur de football comme André Onana, est-ce que sportivement parlant, cela peut être validé? Vous validez cela? On a parlé de quelque chose tout à l'heure qui est rapidement passé inaperçu, la discipline. Oui. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de discipline au sein d'une équipe, tout est voué à l'échec. Alors, moi, à la place de David Pagou, j'aurais fait la même chose, c'est-à-dire viser sur une équipe soudée. Le mieux n'aurait pas été une concertation, un échange franc et sincère avec ces cadres pour essayer de leur présenter le nouveau challenge avant de passer à la mise à l'écart de façon aussi radicale? Je ne crois pas que au regard du timing des événements ou alors au regard du timing du film, de la nomination de David Pagou, il n'y a pas eu assez de temps pour faire toutes ces concessions-là et arriver à une équipe. Donc je crois que au lendemain de la nomination de David Pagou, il était question qu'il sorte une liste pour convoquer des joueurs pour aller à cette camp-là. Et il fallait se mettre dans les prédispositions d'avoir une équipe où il règne de la discipline. Et vous avez vu les positions de certains qui se sont distancés de ce cadre disciplinaire-là. Donc, il était question que M. David Pagou ressente c'est-à-dire le groupe sur la discipline. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé cela et laissé en dehors du groupe certains que vous avez appelés ici. Mais notons qu'ils ne sont pas les seuls. Dans d'autres pays, vous avez des joueurs qui n'ont pas été appelés, qui sont aussi des joueurs d'une grande performance. En Côte d'Ivoire, on a vu des joueurs Nicolas Pepe, par exemple, qui n'a pas été appelé, qui a fait une superbe CAN, qui a fait des superbes rencontres lors des éliminatoires et partout ailleurs. Donc je crois que c'est chaque entraîneur qui, lorsqu'il veut marquer sa présence au sein d'une tanière ou alors au sein d'une équipe, qui vient avec sa composition. Et je crois que nous devons faire confiance à M. David Pagou. Mais sauf que, autant nous lui faisons confiance, après, nous aurons aussi des critiques à formuler parce que, laissez-moi chuter, nous avons appelé, l'ensemble des Camerounais avons appelé à la calmie au sein de la tanière, c'est-à-dire à cesser les bisbilles entre le MINSEP et la FECAFOOT, à partir du moment où la rage de guerre semble être enterrée et que la FECAFOOT est maintenant maître du jeu. Je crois que nous pouvons formuler les critiques à partir du moment où la FECAFOOT ne nous donne pas les résultats satisfaisants.
Merci, monsieur Noah. Timothée Somba, je vous accueille tout en vous disant bonsoir avec justement ces échos de la tanière qui font réagir sur le plateau. Alors, est-ce que pour le public sportif camerounais qui nous regarde et même africain, parce que les Lions Indomptables sont un label qui va bien au-delà de nos frontières, est-ce qu'on pourrait dire avec certitude, objectivité, que la liste telle que présentée par David Pagou émane de façon claire et précise de ses choix stratégiques et de sa personne? Il peut choisir quoi? David Pagou peut choisir quoi? Il a choisi où? Le débat a commencé alors. Moi, je vous ai écouté religieusement parce que je veux qu'on ait un débat de gentlemen. Je vais d'abord, je ne peux pas déroger à ce devoir de refaire un coucou au couple Sama Tangna qui vient de convoler en juste noces à la mairie de Yaoundé 4 et qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette prestigieuse cérémonie. Une fois que je l'ai dit, je reviens donc à David Pagou. Tu ne nous as pas salué. C'est un danger de vouloir comparer les débutants et les expérimentés. Qu'on compare David Pagou à Aimé Jacquet, non. Aimé Jacquet, qu'on compare David Pagou à Hugo Bruce, non, ce n'est pas possible. Aimé Jacquet mène une campagne d'éliminatoire après avoir été 4 ans coach de l'équipe de France. Parce que lorsque la France gagne la Coupe du Monde 98, on oublie de dire qu'en 94, c'est Aimé Jacquet qui était déjà là. Après le départ de celui qui a raté le mondial. Après le mondial, la France change de coach, on met Aimé Jacquet. Il a le temps de construire une équipe, de bâtir des critères, de fixer des règles. Hugo Bruce, c'est la même chose en 97. Il prend l'équipe en 2017, merci. Il prend l'équipe 2 ans avant. Il bâtit une équipe, il construit un socle de discipline, un socle de règles. Et c'est donc dans ces règles que tout le monde vient se fondre. Le souci avec mon frère David Pagou, dont le seul palmarès est d'avoir été meilleur entraîneur du championnat camerounais de ce piètre championnat, dont le premier pour jouer la Ligue des champions africaine passe par 2 tours préliminaires. Le premier du championnat camerounais n'est pas directement qualifié pour la Ligue des champions CAF. Il joue 2 tours préliminaires. Donc, quand vous êtes premier de ce championnat avec tous les scandales qu'on a eus, trucage des matchs, paris sportifs et autres, les dossiers ont été sur la table, tout le monde a vu. Quand vous êtes meilleur entraîneur de ce championnat-là, vous devez avoir le triomphe modeste. Parce que vous êtes un entraîneur de 6e catégorie. Maintenant, c'est mon avis. 6e catégorie. Je suis en train d'argumenter. Je vous ai dit, moi je les ai écoutés. Hein. Ça, on va habiter. Je brûlais aussi d'envie de réagir. Oui. Vous avez vu ma gestuelle quand M. Noah a parlé. J'avais envie de réagir, mais j'ai souffert d'écouter. Parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Oui. Donc, pour moi, David Pagou n'a pas le profil pour diriger cette équipe. Brice Lavert. Moi, je ne suis pas avec Brice. Est-ce que Brice est encore là? Brice a fait son temps, il est parti. Ça, c'est facile. Brice a fait son temps, il est parti. Ce que je sais est que pour qu'on joue la Coupe du Monde à Blida, dans les buts, j'avais André Onana. Oui. Ce que je sais, c'est que pour que les Lions se qualifient 2 journées avant l'échéance à la CAN, dans les buts, j'avais André Onana. Toujours. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas jouer au haut niveau tel qu'André Onana joue sans être discipliné. Non, il n'est pas au Ne mentons pas, Il n'est plus au niveau. ne mentons pas aux téléspectateurs. Disons plus ça. André Onana est la seule étoile de la Fundes Sport de Samuel Eto'o, la seule. Combien sont passés là-bas? Qui atteint le niveau d'André Onana? Personne. Basogo. Il n'a pas le niveau d'André Onana. Le meilleur joueur de la CAN 2000. Moi, je ne vous ai pas coupé. Je ne sais pas pourquoi vous avez gâté l'émission. Oh là là. Je voulais aussi. Souffrez de m'écouter. L'étoile de la Fundes Sport. Le seul gardien d'Afrique noir à avoir joué les 5 dernières années la Ligue des champions européenne, qui s'appelle André Onana. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le gardien le mieux payé d'Afrique en ce moment noir s'appelle André Onana. Il doit donc faire autres. On ne peut donc pas jouer à ce niveau si l'on est un indiscipliné. Disons d'abord qu'André Onana n'est pas un indiscipliné. Il y a le preuve. André Onana a bénéficié
des largesses d'un staff. Avec la drogue qu'on a... Oh, moi je ne sais pas. Parce que vous savez que moi je suis champion pour couper les gens. Hein. Non, on va seulement se Si vous voulez qu'on fasse ça, on va laissez-moi m'exprimer. Vous allez pas vous acheter, monsieur Somba. Je n'ai même pas encore parlé. Monsieur m'a parlé 9 minutes. S'il vous Moi plaît. j'ai chronométré. vous l'avez chronométré? Oui. S'il vous plaît, allons-y. Voilà. Monsieur David Pagou a fait sa liste. Le problème du Cameroun aujourd'hui n'est ni Pagou, ni Onana. Tous cela sont des victimes. Le problème, c'est quoi? Que l'on apprenne à définir les critères. En équipe de France, les critères, le football est une science aujourd'hui. On vous dit que Kylian Mbappé a un but de Cristiano Ronaldo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a perdu 8 kilos. Il a réduit son tour de bras de 33 cm pour être plus rapide de 8 centièmes par rapport aux défenseurs. Le football est une science. Quels sont nos objectifs lorsqu'on va à la CAN? On ne dit pas qu'on va gagner la Coupe du Monde. Ça, c'est le mensonge. Arrêtons de spectaculariser tout. On doit dire notre niveau actuel, au vu de notre staff, au vu de notre collectif, nous permet d'atteindre tel niveau. Maintenant, puisque la balle est ronde, on peut dépasser. Quels sont les critères pour jouer à l'équipe nationale aujourd'hui? Personne ne sait. Être sans club, c'est le plus. Voilà le souci. En équipe de France, la France est mon club, ma deuxième nation, on dit être titulaire dans le top 5 des championnats européens lorsque vous jouez dans un club. Oui. C'est le premier critère. Si vous jouez dans un club français, vous devez jouer dans le top 3 ou le top 4. Le problème au Cameroun, c'est qu'on refuse d'avoir de tels critères. Et c'est pour ça qu'on peut facilement estimer que certains joueurs jouent dans des championnats exotiques. Or, le football se joue partout. Donc, comme on définisse les critères, à partir des critères, chaque Camerounais saura quand la liste sort. Il Merci. aura une idée. Maintenant, si... Il y a un second tour, je reviens vers vous, monsieur Somba. Il y a un second tour. Faut-il attendre pour la CAN? Je vais sortir par... Non, je vais vous relancer dessus, rassurez-vous. Je vais vous relancer dessus. On ne va pas justement assister à un cours magistral de Timothée Somba. J'ai parlé 5 minutes. Moi, j'ai parlé seulement 2 minutes. On fait parler un peu aussi les Camerounais, puisqu'ils sont nombreux à réagir par rapport à ce que vous dites sur le plateau. Bonsoir, je pense pas que David Pagou avait besoin d'un dialogue avec ses anciens, car il est dans le staff depuis, il maîtrise très bien le comportement et mentalité de ses joueurs. Je rappelle à ce monsieur qui parle d'André Onana qu'avant André Onana, nous avons gagné plusieurs matchs, il a fait son temps. C'est bon pour lui. À quel âge? Bonsoir, la CAF est claire sur la sécurité des équipes. Il faut avoir une accréditation spéciale pour se rapprocher des joueurs. Et même, il y a un timing pour tous les journalistes accrédités par la CAF et la FECAFOOT bien organisé afin que ces derniers puissent interviewer soit les coachs, soit les joueurs. Les journalistes ou les blogueurs qui y vont pour harceler les joueurs ne devraient pas avoir assez. Le chef de l'État l'avait bien dit, sans discipline, rien n'est possible. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'adversité, la désinformation, seront très surpris. Le monsieur qui méprise David Pagou peut nous dire le palmarès de Marc Brice avant sa nomination. Le connaissait-il? Il faut que la haine envers à l'individu ne rende pas certains fous. Bonsoir monsieur Mbarga. Oh là là. S'il vous plaît, soyons sérieux. Comment voulez-vous que la FECAFOOT laisse un monsieur qui passe son temps à publier les fake news sur la tanière? Avez-vous lu sa sortie aujourd'hui sur le cas Castelletto et la réaction du joueur? Personne n'ignore qu'il travaille pour l'ancien des Lions qui joue en Turquie et l'objectif principal est de déstabiliser l'équipe en espérant qu'elle fasse une mauvaise CAN pour mettre Eto'o au banc des accusés. Est-ce que vous avez besoin Merci. Vous allez faire une mauvaise CAN? Merci. Parce que aucun élément objectif ne vous permet n'avez de pas la faire une parole. bonne CAN. Permettez à ce qu'on prenne la vie des téléspectateurs avant qu'on revienne vers vous. Vous avez votre temps, vous allez parler. D'accord, d'accord. Bonsoir, vous sur le plateau. Rappelons monsieur qui cite les records d'André Onana, qu'il n'oublie pas qu'André Onana se retrouve en Turquie pour indiscipline à Manchester Et tout s'est United. retrouvé à Zima Kashkala. C'était pourquoi? Pour 20 millions d'euros. Tout le monde peut jouer Monsieur partout. Somba. On joue au football partout. Moi, je vais appeler la transition. Si on ne peut pas avoir une émission sereine. J'appelle la transition. Non, c'est pas interactif. Lorsqu'on fait parler les Camerounais, on les écoute, puisque eux, ils vous écoutent aussi. Nous sommes des gentlemen. Merci. Donc, on fait parler les Camerounais, et après, vous aurez la parole. Très bien. C'est comme ça que ça fonctionne.
Que ce monsieur arrête ce qu'il dit. André, on en a gagné quoi avec le Cameroun en 2017. Il y a quel star lors de la CAN 2017 quand le Cameroun gagnait? Pagou a gagné quoi avec le Cameroun? Décidément, Timothée Somba. Bonsoir à vous, le grand panel, belle émission. Je voulais juste dire aux hommes politiques sur votre plateau de parler politique, car si cette équipe est aujourd'hui vouée à l'échec, c'est justement parce que ce football est devenu l'histoire des hommes politiques. André en a été suspendu. Un an, le Cameroun a toujours joué. Vraiment, lorsqu'on vous écoute à la maison, nous avons très mal pour notre pays. Merci à vous, Bertrand Somba, depuis justement Ebolova. Bonsoir à vous en studio. Dites au monsieur en blanc que quand un entraîneur ne qualifie pas le Lion indomptable à une coupe du monde de football, c'est un échec. Les blogueurs ne jouent aucun. Dans un pays sérieux, la présence des médias doit être filtrée au sein d'une équipe nationale pour la concentration des joueurs. Merci à vous, François-Xavier Dobala. On va d'abord s'arrêter là, revenir vers vous, Monsieur Chougem. Oui. Alors, lorsque l'on observe tout ce déploiement et toute cette passion que concentre justement l'équipe nationale non remontable du Cameroun, on peut quand même avoir un regret. Lorsque l'on sait que nous ne serons pas du côté justement des États-Unis et du Mexique. À ce niveau-là, puisque nous sommes dans une nouvelle ère, la faute à qui? Bien, la faute, n'est-ce pas, ce sont les dirigeants, ceux-là qui ont la charge de piloter avec succès l'équipe nationale du Cameroun, c'est à eux la faute. Bon, vous voyez, moi, je ne comprends pas trop parce que, n'oublions pas que l'entraîneur Brice qui est parti, je dirais qu'il a été limogé puisqu'il n'est plus là. N'oublions pas que son bilan reste quand même positif. Hein? Pardon. Comment? Son bilan reste quand même positif. Pardon. S'il vous plaît. Vous mettez quand même... Oui. J'ai dit que le bilan de Marc Brice reste quand même positif, malgré qu'on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations grâce à Marc Brice. Et quand on voit le nombre de matchs disputés par Marc Brice depuis 2 ans qu'il est là, il n'a perdu que 2. Sur les 15 matchs ou 20 matchs qu'il a livrés. Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui. Quel était son cahier de charge? Avec le Lyon pour une Coupe du Monde où il y a 9 pays africains qui y vont? Stéphane Baga, lorsque un élève a 10 sur 20, 12 sur 20, c'est la moyenne, non? C'est la moyenne. C'est vous qui parlez du Cameroun. Le Cameroun n'est plus au niveau d'avoir 10. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous évaluez vos élèves? Écoutez, avoir 10 sur 20 par rapport à celui-là qui a 7 sur 20, qui est mieux, Stéphane Baga? Qui est mieux? On parle du Cameroun, donc le premier de la classe. Et maintenant, je voulais un peu revenir sur ce que M. Timothy disait au niveau du staff technique qu'on a choisi là. Il y a M. Pagou et son adjoint Belinga. Oui. Est-ce que, moi je ne pense pas que sur le plan national, c'est ce qu'on a comme meilleure graine. J'ai les entraîneurs. Vous avez qui? Clément Aroga, il y a M. Towa. Ces deux-là qui nous ont livré un spectacle à l'échange dimanche dernier devant le Premier ministre au stade, Amadou Adjo. Une finale de rêve, rarement vécue au Cameroun. Voilà des entraîneurs de métier. Voilà des entraîneurs rompus à la source pour bâtir. Vous n'êtes pas entraîneur de métier. Clément, voilà les gens qui devaient prendre l'équipe nationale du Cameroun. Pas que je n'ai rien contre M. Pagou, mais comparativement à ces deux-là, M. Pagou est un peu en retrait. Oui. Hein? Vous êtes d'accord au monde? Non, moi je suis pas d'accord, je pose des questions. Voilà. Je peux être d'accord. Moi je parle de faits. Oui. C'est-à-dire il n'y a pas que les diplômes obtenus, mais il y a, n'est-ce pas, la paix, il y a son parcours, il y a son aura. Je crois qu'il n'y a rien à redire à Aroga et à Towa. Voilà les deux qui devraient, à mon avis, prendre les rênes. Donc à ce niveau, vous pensez que la fédération c'est Je crois. Je n'ai pas la science infuse, mais je crois. On va laisser que la CAN nous renseigne. Et je voudrais terminer pour dire que le Cameroun qui est actuellement au Maroc a livré, je crois, un match amical, c'était aujourd'hui, contre le 10e du championnat marocain. Il n'a fait qu'un match nul, un but partout. C'est qui n'oublie pas d'un. C'était qu'un match amical. Merci, M. Chougem. Monsieur Assidia, je me tourne vers vous. Beaucoup de scepticisme quant au choix de David Pagou. On l'aurait, quitte à nationaliser, M. Chougem le dit sur ce plateau, que d'autres noms plus ronflants sont sur le marché. On parle de Toa, on parle de bien d'autres. Est-ce que ce profil, lorsque vous... Pour ceux qui sont attentifs justement à la scène footballistique camerounaise, est-ce que ce profil peut faire grandir les joueurs? Parce que rappelons que Pagou dans la tanière
depuis un moment, bien que en disgrâce avec Brice, mais il est dans cet entourage-là. Est-ce que lui peut faire grandir cette équipe en écartant justement les anciens qui auraient pu apporter une touche d'expérience? Samuel Eto'o, dans les arcanes d'Info TV, le disait, regretter n'avoir pas su jouer son rôle Quand il fallait le jouer. quand il fallait Tout à fait. le jouer. C'est-à-dire, après la Coupe du Monde, il fallait prendre les mesures qui s'imposaient. Chasser Onana à ce moment-là. C'est-à-dire, je ne veux pas utiliser chasser, tourne le trop, là. discipliner André Onana en le sanctionnant. Durement. Il avait déjà été Mais sanctionné. malheureusement, personne ne l'a sanctionné, attention. Personne jusqu'à date, Aujourd'hui, n'a pas André n'a sanctionné. jamais été sanctionné. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que Samuel Eto'o avait été sanctionné pour 15 matchs 15 matchs. Personne n'est mort. par la FECAFOOT. Et je voudrais rappeler aux uns aux autres que la FECAFOOT est la seule institution habilitée à sanctionner le comportement de ces joueurs. Mais la FECAFOOT ne l'a pas fait. Pour dire quoi? Pour faire comprendre aux uns aux autres que l'indiscipline que nous décrions aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Et le MINSEP est venu davantage enfoncer le clou pour que nous en arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Et il faut dire une chose. Franchement, à quelques jours du début de la CAN au Maroc, le discours que tient aujourd'hui David Pagou. mon frère Timothée Somba, le discours que tient aujourd'hui mon frère Sujem, ce sont des discours qui ne nous apportent absolument rien du tout. C'est des discours réalistes. Parce qu'en réalité, nous voulons juger le maçon au pied du mur. Et Avec une pelle cassée. je vous dis, Avec une brouette sans roue. vraiment, quel que soit avec une brouette sans roue, avec une pelle cassée et tout ce que vous voulez, tout ce que, à l'heure actuelle, qui nous importe, c'est les résultats. Et vous avez voulu, vous l'avez fait avec vraiment maestria, vraiment en caricaturant la période pour que Pagou et Samuel Eto'o se retrouvent immédiatement dos au mur avec la CAN. Vous l'avez réussi. Vous l'avez franchement réussi. De façon à ce que s'il y a un léger faux pas, qu'immédiatement la faute soit retournée auprès de la Il n'y FECAFOOT. aura même rien, il faut leur dire ça. Faut dire Même que si on sort au premier tour, il y aura qu'on se restitue un certain nombre de choses. Que nous avons, le MINSEF a tellement saboté l'équipe nationale du Cameroun et que nous sommes en période de reconstruction. Nous sommes en train de vouloir reconstruire quelque chose qui nous est cher aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons cette jeune génération où aujourd'hui ils sont nombreux qui n'ont jamais participé à une compétition africaine. Nous savons très bien le degré d'intensité que la compétition africaine, que la CAN regorge souvent vis-à-vis, sois meilleur dans ton club, mais quand tu arrives en Coupe d'Afrique des Nations, ça devient autre En chose. 2017, c'est les anciens qui font gagner. Hein. Voilà, à partir de cet instant, nous Nicolas Nkoulou, nous Vincent devons- Boubacar. Oui. nous devons Regarde. Oui. d'avoir un peu de retenue vis-à-vis de ces enfants et de permettre que ces enfants puissent se déployer. Les discours que nous recevons aujourd'hui dans un plateau aussi sérieux comme celui d'Info TV, vraiment, ce pas des discours qui peuvent permettre à ces enfants de nous produire le résultat escompté. Merci. C'est la raison pour laquelle je vais prier Timothée Somba et M. Chuzem d'apaiser leur discours afin de permettre à ces enfants de se déployer comme cela se doit sur le terrain. Merci, on va comprendre. On m'a dit la vérité. Monsieur Noah, alors, est-ce que lorsque vous observez de façon attentive le jeu des acteurs, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une patate chaude qui est refilée aujourd'hui à la fédération avec justement cette attente de résultats immédiats, puisque nous avons suivi la communication du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui attendait, eu égard aux énormes moyens mis à disposition, attend des résultats. Et lorsque vous observez le groupe de Pagou, est-ce que ces résultats attendus de façon imminente sont possibles?
au Maroc. Si j'étais journaliste à votre place, je vous aurais posé la question, monsieur Molekombi attend les résultats à quel niveau? Est-ce que lorsqu'il a fait nommer monsieur Marc Brice, est-ce qu'il a eu les résultats escomptés pour que, une fois que l'Africa Foot ait repris les choses en main, que les résultats soient immédiatement attendus? Timothée Somba, vous savez, j'allais dire Stéphane Barga, vous savez, monsieur Timothée Somba à côté de moi. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est que nous ne sommes pas patients pour construire au fil des années une équipe qui puisse gagner. Est-ce qu'il est possible, lorsqu'on s'appelle Cameroun, d'être patient? Moi, je vous prends un exemple. Nous avons vu un entraîneur, comparaison n'est pas raison, limogé du Bayern de Munich en étant premier du championnat et premier de sa poule en Champions League. Mais on lui reprochait la qualité de jeu et son système de jeu. Est-ce que lorsqu'on s'appelle Cameroun sur le continent africain, je nous absous, je nous retire du monde, lorsqu'on s'appelle Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, sur le continent, est-ce qu'on a justement le temps des détails lorsqu'on va à la CAN? L'objectif d'être de gagner, tout simplement. Non, Stéphane Barra, vous ne pouvez pas comparer un club à une équipe. Un club, c'est la constellation des stars. C'est-à-dire, on réunit, on se donne les moyens pour pouvoir gagner. Or, une équipe nationale... On s'appelle Cameroun. Oui, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Une équipe nationale, on fait avec des valeurs qu'on a. Vous avez vu les awards de la CAF. Vous savez que aucun Camerounais n'a été sacré parmi les catégories qui étaient mises en jeu lors de ces awards-là. Cela dit que le Cameroun est en perte de vitesse par rapport au talent qu'il avait avant en termes d'effectifs, en termes de ressources humaines. Également, je disais tout à l'heure que le problème que nous avons, c'est que nous ne donnons pas le temps aux différents sélectionneurs qui sont là de construire une équipe capable de gagner des compétitions comme la CAN. Cette reconstruction n'aurait pas pu être faite avec Mabrice? Non, si vous me coupez à chaque fois, je vous la dérouler. Vous savez, le problème que nous avons eu, c'est d'avoir limogé Rigobert Song alors qu'il était dans une construction et nous avons pris Marc Brice qui est venu faire ce qu'il a pu faire et qui est reparti. Nous n'avons pas eu le temps de faire asseoir une équipe qui puisse gagner au fil du temps. Maintenant que nous avons pris M. David Pago, je crois qu'il est temps qu'on donne le temps à un entraîneur comme celui-là de pouvoir bâtir une équipe sur le temps et pouvoir être capable de gagner une CAN. Vous savez, on ne peut plus dormir sous nos lauriers aujourd'hui en disant que nous sommes 5 fois champions d'Afrique parce que autant nous sommes 5 fois champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui n'avait que, je ne sais pas moi, 2 CAN est montée à 3 CAN, ça veut dire qu'ils sont 3 fois champions d'Afrique et peut-être d'ici peu là, ils deviendront 4 fois champions d'Afrique, etc. J'avais dit que le football c'est un cycle. Oui. Dans toutes les compétitions, dans toutes les nations, dans tous les clubs, le football c'est un cycle. À un certain moment, il y a une succession de victoires et à un certain moment, le club peut stagner, l'équipe nationale peut stagner le temps qu'elle soit reconstruite et pouvoir remporter des compétitions. Vous allez voir, la période qui a été la plus productive pour les Lions Indoctables, c'est la période de 2000-2002. Et vous voyez que cette équipe-là vient de très loin. Cette équipe-là vient de parfois 94 avec les Rigobert Song qui étaient déjà dans la tanière, parfois 95 avec certaines personnes qui sont arrivées. On a eu le temps de construire une ossature capable de gagner les CAN 2000, les CAN 2002. Et vous avez vu que après cela, c'est vrai que nous avions une équipe qui était quand même capable d'aller conquérir certaines compétitions, mais on n'a pas pu gagner. Souvenez-vous de la génération des Alexandre Song qui n'a pas pu gagner, mais on avait du talent. À ce niveau-là, on n'a pas pu gagner. Et aujourd'hui, nous sommes en perte de vitesse. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut donner le temps à un entraîneur comme M. David Pagou de construire avec des valeurs que nous avons. En perte de vitesse, à qui la faute? Nous n'avons pas assez de ressources. Il n'y a pas de bons joueurs. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs. On n'a pas d'excellents joueurs comme nous avons avant. Moi, je suivais encore un joueur sénégalais dont le nom m'échappe, qui disait que lorsqu'on croisait l'équipe nationale du Cameroun lors des compétitions 2000 et 2002, mais on était adversaire et on suffoquait. On se demandait, mon Dieu, comment est-ce qu'on va aborder cette équipe-là? Parce qu'on avait des joueurs qui avaient un talent énorme. Parce qu'on avait des joueurs qui évoluaient dans des championnats qui n'étaient pas exotiques comme aujourd'hui. Et vous avez vu ce que ça a produit. Donc, il faut que
nous ayons le temps de reconstruire une équipe. Nous pouvons aller à cette compétition-là et ne pas la remporter, mais il ne faudrait pas que l'objectif soit fixé à la CAN. Il faut qu'on donne le temps à ce staff qui est là de pouvoir construire une équipe et de pouvoir gagner. Je vais sortir en disant une chose. Une dernière chose. Ça fait plus de 5 minutes que vous parlez. Je vais sortir en disant une dernière chose. Moi, je reviens sur la discipline. Souvenez-vous qu'en 2017, Aubameyang était une star à Borussia Dortmund. Mais à cause de l'indiscipline, il a été sorti du groupe du Gabon. Et cela a permis qu'il soit mis de côté. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que parce qu'Amdo Nana joue, et c'est pas moi, en Turquie, ou alors il a joué à Manchester, il devait inéluctablement aller à la CAN. On fait avec ceux qui sont disciplinés. Et si on a le résultat, je crois que c'est meilleur que de faire aller dans le même sens. Non, vous n'allez pas dans le même sens, s'il vous plaît. Monsieur, on va avoir 5 minutes de parole, puisqu'on va progressivement sortir justement de ce qui n'était qu'une introduction. Alors, lorsqu'on écoute le déroulé des uns et des autres, on a l'impression que pour ce qui est de la CAN marocaine, on va adopter la formule du baron Pierre de Coubertin. L'essentiel sera de participer. Non, il faut pouvoir être clair et désillusionner tout de suite ceux qui rêvent d'autre chose, qui ont conçu un narratif bizarre autour des Lions indomptables. De 62 à 84, c'est pas Eto'o qui était président de la Fédération camerounaise de football. On n'a rien gagné. De 88 à 2000, c'est pas Eto'o. On n'a rien gagné. Et de 2017 à aujourd'hui, on attend. Donc, même si les Lions arrivent à sortir au premier tour, Eto'o sera toujours président de la Fédération camerounaise de football et la fédération sera toujours en charge de l'équipe nationale. Vous le dites comme si... Je préfère le dire tout de suite comme ça. Il y avait une fixation. Il y a un petit plan derrière. Non, il n'y a pas de plan. Oui. Puisque le public sportif camerounais a quand même un droit d'exiger des Lions indomptables du Cameroun à un certain niveau de performance. Il y a un narratif. Marc Brice a été écarté pour ce déficit de performance-là, mais il ne faudrait pas qu'on aille au-delà des performances de Marc Brice. C'est encore un faux narratif. Et j'interdis, je le dis sur le plateau, j'interdis à tout Camerounais qui n'a pas eu le courage de critiquer Marc Brice, de critiquer Pagou. J'interdis à tout Camerounais qui n'a pas eu le courage de demander les références de Marc Brice, de demander celles de Pagou. Ça s'appelle du racisme anti-noir. Parce qu'on a eu un incompétent notoire, c'est-à-dire mondialement reconnu comme tel, comme entraîneur du Cameroun pendant 2 ans, qui a convoqué un enfant qui était au centre de formation. Les Camerounais étaient calmes. Qui a convoqué 2 joueurs qui n'avaient pas de club. Les Camerounais étaient calmes. C'est pas vous, la chèvre. Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. C'est pas vous est devenu quoi, leur cobaye. C'est même qu'on connaît les schémas tactiques qu'on explique. Pas c'est pas vous. On vous a dit que dans ce pays, qu'on pouvait convoquer un type qui sait faire la prière. On nous a dit ça dans ce pays. Marie a convoqué Faye Collins pendant longtemps parce qu'il savait prier dans le groupe. C'est une église de réveil de l'équipe nationale. Aujourd'hui, autour de pas, ils ont parlé 5 minutes. Je vais dire ce que j'ai dit. Dites-le. Donc, il faut que les gens se calment. Les Lions sont à la CAN. Il y en a 24. La meilleure équipe gagnera la CAN. Si c'est le Cameroun, tant mieux. Si ce n'est pas le Cameroun, on gagnera la prochaine. La Suisse est un très grand pays, elle n'a jamais rien gagné. Ce pays vit. Il faut parler de construire une affaire où le foot est une affaire de vie ou de mort. Conséquence, des ministres ont été embarqués dans une affaire qui n'a même pas de sens. On se retrouve là aujourd'hui. Rigobert sont à qualifier le Cameroun pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Les Camerounais ont du mal à le dire. Et on vous explique que Marc Brice, c'était bon, il a quand même fait la CAN, il a quand même... Dites-le que Rigobert sera qualifié le Cameroun pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Ça a dépassé Marc Brice. Le choix, entre guillemets, de l'État, que l'État n'a jamais envoyé, de toutes les façons. Et il a laissé les Lions indomptables en bonne posture. Et quand Rigobert sont savoir, le Cameroun est premier. Aujourd'hui, les gens, quand vous demandez à M. Chougem, qui est responsable de la non-qualification à la Coupe du Monde, il vous dit les dirigeants. Là, il est vague. Mais quand, si le Cameroun est éliminé, demande de la CAN, on va dire la fête à qui? On va dire à la fête à Baga. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Il faut qu'on soit sérieux. Les Lions sont à la CAN. Il y a de bons joueurs dedans. Il y a des gens qui vont venir apprendre. C'est aussi ça, le football. Qu'on arrête avec les souvenirs d'un monsieur qui joue en Asie. Quand on est en Asie, on n'est pas bon.
C'est pas moi qui le dis. Quelqu'un dit que le foot est une science. Manchester United a des scouts dans le monde entier. Si ces gens, avec leur évaluation, ont estimé que ce type doit aller en Asie, parce que Trabzon est situé sur la partie asiatique de la Turquie, donc il n'est même pas en Europe. Quand on est en Asie, on tourne les films chinois et on reste tranquille. Merci Atchouko. Alors, Timothée Somba, on est en train de sortir. J'avoue la peine des Camerounais qui nous écoutent et qui, justement, voudraient avoir une note d'espoir lorsque l'on s'engage du côté du Maroc. Sur le plateau, autant que dans les chaumières, l'exercice est le même. L'équipe paraît plus divisée que jamais. Est-ce que c'est l'état d'esprit qui devrait être le nôtre lorsque l'on s'en va à une compétition aussi prestigieuse que la Coupe d'Afrique des Nations? Un Cameroun divisé où certains vont même jusqu'à souhaiter, et je pèse mes mots, la défaite des Lions Indomptables. Alors que hier encore, ces Lions Indomptables-là étaient le symbole de l'unité et justement de la cohésion nationale. Stéphane Barga, je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent la Bérésina au Lyon. Mais je sais qu'il n'y aura rien là. Parce que pour gagner, il faut construire. L'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui est à l'image de l'équipe nationale du Cameroun lorsque Samuel Eto'o vient arracher le brassard à Rigobert Song sous Paul Le Guen. C'est un homme clivant, c'est un homme qui divise, c'est un homme qui sabote, c'est un homme qui dégrade. On veut parler aujourd'hui de la FECAFOOT et des Lions comme s'ils n'ont pas eu le temps. Samuel Eto'o arrive en 2021, non? De 2021 à 2023, il y a eu quoi? C'était le MINSEP? C'était Marc Brice? Il n'y a eu rien. Il n'y a eu rien. Il faut le dire. Qu'est-ce que vous mettez dans quand même la Coupe du Monde? Il y a... Non, le Cameroun n'est plus au niveau de la Coupe du Monde. Ça a dépassé Brice. Moi, je ne sais pas. Moi, je vais préparer l'entrée. 4 personnes parlent avant moi. Je souffre de les écouter. Mais dès que je prends la parole, tout le monde va me couper. Alors, si vous versez pas le l'eau bénite, pourquoi vous êtes en train? Allez-y, Timothée Somba. Laissez-moi m'exprimer. Le label Cameroun a été désacralisé par un homme qu'on appelle Samuel Eto'o. Il nous a amené 2 playboys ici. Où sont Kluivert et Seedorf? Qui les a amenés? C'est lui qui les a amenés. Qui a chassé Hugo Bruce de l'équipe nationale? C'est pas Eto'o? Jesus. En faisant quoi? Qui a amené Sedou Mbonjo à la présidence de la FECAFOOT? C'est pas Eto'o? Qui a financé les délégués pour que Bell ne gagne pas? C'est le même Eto'o qui est aujourd'hui président de la FECAFOOT et qui continue son travail parce que le football ne lui dit absolument rien. Eto'o n'a que foutre du football. Eto'o n'a que foutre des Lions Indomptables. C'est pour ça qu'on va à une compétition sans organiser de match d'exhibition. C'est pour ça qu'on va à une compétition, on ne prend plus le drapeau du Cameroun. Parce qu'on lui a reproché d'avoir refusé ce drapeau, il a décidé qu'on n'en a plus besoin. L'équipe nationale aujourd'hui n'est plus le symbole de l'union. C'est le symbole de la désunion. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas à unir. Je suis contre la gestion cavalière qui voudrait que Pagou soit obligé de produire des résultats maintenant. Pagou ne peut produire aucun résultat, pas parce qu'il est médiocre. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai aucun problème contre Pagou. Pagou n'a pas été moulé, n'a pas presté au niveau de prendre déjà l'équipe nationale. 1. 2. Vous ne pouvez pas donner une équipe à quelqu'un 20 jours avant une compétition et lui demander de produire des résultats. Où sont les matchs amicaux? Il a testé tous ses joueurs quand? On va me dire qu'il était dans la tanière. Il était dans la tanière comme photographe. Il ne participait pas à l'activité de la tanière. Même quand on parle d'indiscipline, les textes de la FECAFOOT sont clairs. L'indiscipline se constate par la commission des disciplines. Pourquoi vous n'avez pas convoqué Onana? Vous dites qu'Onana était indiscipliné en Coupe du Monde. Mais là-bas, vous avez pris une décision, vous l'avez chassé. Et tout le Cameroun était d'accord que si Onana a été indiscipliné aux entraînements, c'est normal qu'on le chasse. Je fais partie de ceux qui étaient d'accord. L'indiscipline se constate. Le problème aujourd'hui est que on va de gestion de camp en camp. À quand est-ce que les camps, la gestion des camps va s'arrêter pour qu'on gère le football dans le principe de l'union sacrée? Parce que moi, c'est ce qui me gêne. Les objectifs doivent être clairement définis. Les moyens normalement donnés dans une symbiose qui garantit même la participation du 12e homme. Parce qu'aujourd'hui, le ministère va se gargariser d'avoir donné les moyens. Mais le contexte, est-ce que l'environnement est bon? Ça ne suffit pas de donner 5 milliards, ou 2 milliards, ou 1,5 milliard. Non. Comment est-ce qu'on construit les victoires?
Est-ce que le championnat se joue? Quel est le rôle de la direction technique nationale? Combien les sponsors nous rapportent-ils? Est-ce que les joueurs sont bien payés? Quels sont les critères pour être coach des Lions Indomptables? Quels sont les critères pour prétendre à une place au sein de l'équipe nationale? Dès qu'on va objectiver tous ces éléments, on n'aura plus besoin de dire hibou et Gisère. Parce que moi, ça me gêne. Merci. D'être obligé de regarder l'écran de ma télévision et au lieu de chercher à encourager ceux qui font bien, je me mets à chercher la petite bête sur ceux qui font mal. C'est honnêtement gênant. Merci, Il faut qu'aujourd'hui l'État du Cameroun, là c'est tout le gouvernement que j'interpelle, comprenne que ce soit dans le sport, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans l'athlétisme et autres, que ce soit en politique, Même dans l'enseignement. même dans l'enseignement, Oui. le succès se construit. Très bien. Et on ne va plus rien gagner. Ce n'est plus les années 90 où on allait battre l'Argentine. On ne va plus rien gagner si on n'intègre pas que le succès se construit. Merci. On prend quelques réactions. Oh là là. Pardon, en 5 secondes. Le label, c'est grâce au label Lions Indomptables qu'on a eu des joueurs comme Lorraine et Tamé meilleurs. Le souci aujourd'hui, c'est que nos meilleurs joueurs même préfèrent signer les nationalités d'autres pays parce que le label n'est plus attrayant. Les Merci. binationaux ont toujours fait notre force. Quand on lit les On lettres doit, à 23 heures, on doit corriger le label. Merci. Alors, je crois que je vais volontairement sauter cette phase, justement, de présentation, de lecture, de contribution, puisque, justement, j'ai l'impression que ce qui n'est pas, c'est que nous dénonçons sur ce plateau, cette désunion autour de la sélection se retranscrit même dans vos contributions. Je pense que c'est pas l'objectif. Lorsqu'on est à quelques jours du premier match de Lions Indomptables du Cameroun, il est question de construire. Donc de façon volontaire, je ne vais restituer aucune contribution inhérente à ce sujet. Je prends la transition et on se retrouve tout après pour évoquer justement le Conseil régional du Sud. Comment? Retour sur le plateau du Grand Soir, cap à présent vers la région du Sud, le Sud qui a été théâtre d'événements inédits dans l'histoire politique au Cameroun. Ce Sud-là qui justement a fait montre d'une situation qui a mis en avant une situation assez ubuesque, assez étrange lorsque l'on observe la cartographie habituelle des élections au Cameroun. Le Conseil régional du Sud a braqué les projecteurs de tous les médias sur justement ces élections avec un vote qui aura pris, au lieu d'une, plutôt 2 journées, avec des conciliabules à n'en plus finir. Je commence par vous, Michel Gabriel Chougem. Alors, lorsqu'à la fin, l'on se rend compte que c'est M. Gervendo qui finalement présidera au destiné de ce conseil-là et que M. Antoine Allon, justement, qui semblait être préposé à la tâche et bénéficier de la confiance de la haute hiérarchie du RDPC, qui a été battu par la base, l'on se pose la question, victoire de la base ou alors échec de la hiérarchie du parti? Les deux sont acceptables. Il y a une victoire au niveau de la base, il y a l'échec, n'est-ce pas, des commanditaires depuis le sommet. Nous ne pouvons que apprécier et féliciter, applaudir M. Eric Gervendo qui a mis en déroute Antoine Bikoro, n'est-ce pas, qui était soutenu par le comité central du RDPC, ce qui est un sacrilège politique, n'est-ce pas, dans le sanctuaire du pouvoir. Alors, nous pensons que si dans les 10 régions, 9, n'est-ce pas, ont marché conformément à la volonté de la haute hiérarchie, le Sud a fait exception. Et nous pensons que le Sud, n'est-ce pas, est dans la bonne voie, à montrer, n'est-ce pas, la voie à suivre avec ce brave compatriote de monsieur Eric Gervendo. Eh bien, le RDPC se trouve donc désormais dans un dilemme. Pardonner pour préserver la paix sociale dans le Sud ou alors sévir pour restaurer le principe de l'autorité absolue. Voilà le dilemme qui se pose désormais au RDPC. Oui. Oui, il faut pardonner pour préserver la paix sociale dans le Sud ou alors sévir pour restaurer le principe de l'autorité absolue. Au niveau du RDPC, que disent les textes des mémoires ou alors de responsabilité de journalistes? Les textes semblent dire que lorsque le comité central donne des orientations elles-mêmes fixées par le président national, il serait hasardeux pour tout militant ou alors pour tout électeur d'aller dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'on fait donc d'eux?
je ne vais pas les appeler mutins, mais de ces avant-gardistes, entre guillemets, du Sud, qui ont décidé d'aller contre l'avis du comité central, contre l'avis. S'il est clair, là, encore, on va mettre des guillemets, que ce soit effectivement le président national qui ait envoyé cette orientation, qui mettait en avant monsieur Allo, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On accepte ces indisciplinés, cette jurisprudence qui peut se créer avec, en perspective, les législatives et les municipales, ou alors on sanctionne et on réprime au sein du parti. Mais que diriez-vous si c'est ce que je peux appeler entre guillemets haute institution même ne respecte pas, ne respecte pas elle-même les tests du parti RDPC? C'est-à-dire, si cette haute institution même venait, n'est-ce pas, à dire on ne les fout nulle part. Ce sont seulement des hautes institutions. Moi, je crois que la base a bien fait. La base a pris ses responsabilités en main pour, n'est-ce pas, mettre cela de côté et choisir, n'est-ce pas, le candidat de leur choix. Merci, cher Michel Gabriel Chougem. Monsieur, encore, je me tourne vers vous. C'est vrai que de mémoire d'observateurs, une situation comme celle du Sud, de Bolova, avec cette élection des conseillers régionaux, c'est de l'inédit quasiment dans justement la coutume ou l'histoire politique au Cameroun, que l'on en soit arrivé à ce que des militants du RDPC, puisqu'ils le sont tous à la base, prennent de façon aussi frontale, contredisent de façon aussi grave les instructions du comité central. Est-ce que l'on ne devrait pas craindre que cette façon de faire irradie justement les autres consultations électorales, puisque les législatives et les municipales sont à nos portes? Deux choses. Hein. Il n'y a aucun texte dans le RDPC qui interdit la démocratie. Il faut déjà que les choses soient claires. Il n'y a aucun texte dans le parti qui interdit la démocratie. Il y a un texte qui met en avant le fait qu'un militant ne saurait aller contre justement les choix. L'instruction du président national. Oui. Vous allez, donc ceux qui vont vouloir sanctionner les gens vont montrer l'instruction du président national. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Les indisciplinés vont répondre. C'est-à-dire, il y a une commission de discipline certainement. Chacun va produire ses éléments. Moi, je reste sur les principes. Il y a un mandataire qui est venu avec l'orientation du comité central. Et on va l'entendre là-bas. Il va dire ce qu'il y avait dans... Il y a un mot, il y a un syntagme nominal à la mode là, pli fermé. Ils vont aller expliquer le pli fermé là-bas. Moi, je n'en sais rien. Je dis juste que je préfère écouter et garder à l'esprit les consignes du patron du parti qui s'appelle le président Paul Biya. Et il a dit deux choses. Et les Camerounais ont souvent l'impression que quand il a dit une chose une fois, il va venir la redire. Il dit une fois. Si vous écoutez, vous écoutez. Si vous n'écoutez pas, ça vaut risque et péril. Le président Biya a parlé de deux choses. Première des choses, il faut se préparer à la concurrence. C'est la première des choses. Nous sommes il y a fort longtemps. Et ça ne concernait pas seulement le RDPC contre l'opposition, il me semble. Ça concernait la concurrence politique dans tous les aspects de la vie politique. Deuxième chose, le chef de l'État, président national, a précisé que le RDPC n'est pas un parti d'état-major. C'est un parti des militants. Mais c'est l'impression qu'il y a eu. Justement. Donc, ils ne peuvent pas dire une chose et son contraire. Parce qu'on va tout dire du président Biya, il n'est pas incohérent. C'est un monsieur cohérent. Il a donc dit que le parti est un parti de militants de base. Quels sont ceux qui décident à la fin dans le RDPC? Ce sont les militants de base. Ces militants, parfois directement, parfois indirectement, en élisant des conseillers, en élisant des grands conseillers, qui eux aussi vont aller élire un président. Alors, si aujourd'hui, ce qui s'est passé à Ebolova est la résultante de la volonté de la majorité, mais quel est le problème? Quel est le problème? Ceux qui n'ont pas été élus sont encore, à ce que je sache aujourd'hui, militants du RDPC. Ndojeve est militant du RDPC, il a gagné en toute transparence. Monsieur Bikoro est encore militant du RDPC, il a perdu en toute transparence. Madame Katim Ba a été élue vice-présidente et on sait ce qu'elle représente, qui elle est. Alors, si aujourd'hui, sauf à me démontrer que sa campagne s'est faite en cachette, son oncle de président ne sait pas, son père, frère du président, ne sait pas, on a laissé Madame Ba se balader comme ça, s'aimer le désordre, à sa guise, sans que personne en famille
ne les rappeler à l'ordre. C'est pour ça que ceux qui vont aller en commission vont aller expliquer. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. Mais toujours est-il que la démocratie, à mon sens, la démocratie, la preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de casse à Ebolova. Il n'y a pas eu de bagarre. Personne n'est mort. La démocratie s'est exprimée et le pays a continué à progresser calmement dans la paix. Merci Arthur. Alors, en Essai-Noir, pays qui progresse dans la paix, mais il faut dire justement qu'on a vu quelques scènes assez cocasses où on était obligé de suspendre les séances, on était obligé, le gouverneur, justement de ramener à échéance ultérieure, on était obligé parfois sur scène d'aller répondre à un coup de fil venu de très haut, selon les indiscrétions. Est-ce que ce modus operandi qui a pu s'observer ailleurs, puisque ailleurs, on a eu l'impression que les fameux plis fermés ont été validés sans la moindre contestation. Voilà. Pourquoi le cas spécifique du Sud a autant cristallisé les passions et les attentions? Est-ce parce que c'est la région natale du président de la République? Est-ce l'affiliation des acteurs, puisque c'est pas un secret, M. Nkola l'a rappelé sur le plateau, il y avait quand même la fille, ou alors la nièce du président qui était en lice, elle est d'ailleurs sortie vice-présidente du Conseil. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ces points forts pour justement contrer cette discipline du parti-là qui s'exprimait avec ses plis fermés qu'on a pu assister à ces résultats ailleurs? Ça a été vérifié, les plis fermés sont passés. Est-ce que, à ce niveau, on peut dire que le Sud est pionnier ou alors précurseur d'une nouvelle donne en termes d'orientation dans le parti RDPC? Stéphane Barga, avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire une précision. Vous savez, Emmanuel Kant disait, se donner des règles, c'est obéir à soi-même. Lorsque je l'ai dit, c'est pour dire qu'en fait, à partir du moment où le RDPC choisit d'investir et que tout le monde est d'accord avec cela et qu'on a été choisi par ce mode-là, lorsqu'on va à cette élection-là, on y va jusqu'au bout. Ça veut dire que si on a été investi par le RDPC à la base et qu'on a peut-être laissé certaines personnes qui étaient plus compétentes que vous, lorsque vous y allez, vous décidez donc d'observer ces règles-là de bout en bout. À vous suivre. Ce qui s'est passé. Macron peut mettre en arrêt à ce niveau. À vous suivre, ça veut dire que Ndo Gervais et Mme Meba auraient dû accepter qu'il y a eu le choix de la haute hiérarchie et que M. Allo, désormais président. Monsieur Stéphane Barga, ce que Monsieur Ndo Gervais et Mme Katimeba ont fait, certains pouvaient également le faire à la base. Ça veut dire qu'au lieu d'investir Monsieur Ndo Gervais et Mme Katimeba, certains pouvaient se soulever en disant, nous aussi on mérite d'être investis dans cette liste-là, puisqu'on a déjà mouillé le maillot, permettez-moi l'expression, plus que cela ou alors autant que cela. Mais à partir du moment où c'est pas moi, je crois que ce sont les présidents des sections qui signent l'investiture des candidats. À partir du moment où ces militants-là ont signé l'investiture de ces candidats et que certains sont restés, je crois qu'on devait aller jusqu'au bout et que même si les plus fermés, comme M. Nkor disait tout à l'heure, n'arrangent pas certains, seraient venus du comité central, on devait s'astreindre à cela et permettre que l'élection se passe dans de bonnes conditions. Une fois que je l'ai dit, je vais donc revenir à votre question. Pourquoi le cas du Sud? Pourquoi est-ce que le Sud est allé en marge des instructions qui ont été données par la hiérarchie du parti? Monsieur Gabriel Chouja m'a dit tout à l'heure que dans 9 régions, les plis fermés sont passés et que au Sud, le pli fermé n'est pas passé. Peut-être parce que Madame Katimeba, dont M. Nkor a relevé, c'est pas moi, la parenté avec l'establishment tout à l'heure, savait que ce pli fermé-là ne vient peut-être pas de ceux qui devaient fermer le pli. Permettez-moi l'expression. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce non, je ne comprends pas. C'est plus explicite. Les fausses hautes institutions. Monsieur Stéphane Barga, vous savez que on a eu les faux plis fermés. C'est ça. On a eu, vous savez qu'on a eu, je veux pas dire ça. Vous savez qu'on a eu le problème FECAFOOT MINICEP il y a de cela peu de temps. Et ce problème-là nous a permis de comprendre qu'en fait, toutes les instructions qui étaient données à une partie ou à une autre n'étaient toujours pas vraies. Voilà. Cela veut dire que lorsque l'élection se passe, certaines personnes peuvent décider d'adouber certains candidats au-delà des instructions qui ont été données par le parti. Il nous est revenu
pour le cas du Sud, qu'un ministre de la République, dont vous connaissez très bien, soutenait un candidat. Et il serait même parti de Yaoundé pour venir contrôler que ce candidat-là soit élu. Mais malheureusement, ce candidat-là a été battu à plat coutume. Cela démontre une chose. Cela démontre que le RDPC, au sortir de l'élection du 12 octobre dernier, n'a pas fait son aggiornamento. Parce que cette élection-là a été une élection non seulement courue, et le score de cette élection-là devrait nous amener à nous interroger. Est-ce que le RDPC, aussi mastodonte qu'on le connaît, devrait avoir ce score-là? Est-ce que le RDPC n'a pas fléchi à un niveau? Et vous avez vu la campagne qui a été menée, vous avez vu le type de campagne qui a été menée. Monsieur Biya a décidé de déroger les pouvoirs, permettez-moi l'expression, à certains de ses ministres pour aller au contact des populations. Et lorsque un ministre de la République qui a été nommé par M. Biya et qui est envoyé par M. Biya est battu à plat coutume dans sa circonscription par un opposant, cela traduit une chose simple, c'est que il y a une césure entre ces ministres-là et les populations. Et donc, lorsque on revient donc au niveau de l'élection régionale, on comprend effectivement que on devrait se poser des questions. Est-ce qu'il fallait véritablement aller à la base, consulter la base pour savoir véritablement qui sera choisi, sans d'autant plus que l'élection des conseillers régionaux ou alors les conseils régionaux, c'est pour contrôler la base ou alors pour travailler avec la base. Ça veut dire que on n'est pas là au niveau de l'establishment, on est là au niveau des populations. Et donc, de manière logique, ce sont les populations qui doivent choisir de manière délibérée ceux-là qui devraient conduire à leur destinée. À partir du moment où on s'assoit à Yaoundé et qu'on n'est pas au courant ou alors on ne tient pas compte des réalités du terrain, on décide de choisir un monsieur qui peut-être ne va pas au village, tout simplement parce qu'il fait les yeux doux, il ne sait pas moi, à l'establishment, tout simplement parce qu'il est peut-être de l'establishment pour diriger un conseil régional. Je crois qu'il y a un problème. Merci. Donc, permettez-moi de chuter. Je crois que le cas du Sud est révélateur de ce qu'il y a une crise au sein du RDPC. Et si cette crise-là n'est pas véritablement discutée pour que les solutions soient trouvées, vous savez que lorsqu'il y a coercition, la coercition peut conduire à l'implosion. Et le RDPC est au bord de l'implosion. Merci. Monsieur Assigar, RDPC au bord de l'implosion, mais on va dire quand même que si il n'y a pas véritablement observation attentive des faits et des événements des Bolova, on peut dire qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte et qui peut amener à justement toutes les destinations. Qui sont gagnants? Le RDPC sont-ils rassénérés du fait de son caractère démocratique à l'interne, ou alors ils sont affaiblis du fait désormais de la contestation de la hiérarchie du parti? Oui, Stéphane Barga, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord... il aurait été de bonne loi que nous nous interrogions sur la première mandature de ces conseillers régionaux. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils nous ont produit au Cameroun? Très bien, très bien. Ces conseillers nous ont franchement produit quoi? Quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui que les conseillers régionaux nous apportent? Ils avaient les moyens de produire quoi? Très bien. Pourquoi les avoir donc mis en place s'ils n'ont pas de moyens pour produire quoi que ce soit? Mais on passe dessus et on continue. Ils ont donc une deuxième mandature. Et dans cette deuxième mandature, on se rend bien compte que c'est le RDPC qui a gagné, même là où, à 100%, parce que même là où, comme dans la Damawa, où il y avait l'opposition, le RDPC, cette année, est arrivé et a tout raflé. Sauf que il fallait rentrer au sein du RDPC maintenant et vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le cas du Sud nous parle. Le cas du Sud nous parle pour comprendre effectivement comment fonctionne le RDPC. Ne l'oublions pas, le RDPC aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est un parti État. Qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, ce sont eux qui ont déjà toutes les 10 régions. Comment c'est possible donc que les règles établies au sein du RDPC impactent aujourd'hui la vie nationale, la vie politique nationale? Nous nous retrouvons donc dans une situation où, toujours avec les hautes instructions, on se retrouve en train de s'indigner. Est-ce que les hautes instructions sont vraies ou est-ce que les hautes instructions sont fausses? Ne l'oubliez pas, aujourd'hui nous parlons
du conseil des conseils régionaux, sauf que l'année prochaine, en 2026, nous parlerons des élections législatives et les élections municipales. Où effectivement les mêmes problèmes seront posés dans les municipalités. Où effectivement les plus fermés viendront du comité central pour nous imposer les maires qui ne connaissent même pas le nom de leur village. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui on accepte que oui, le RDPC est le parti État, le RDPC dirige le pays. Comment comprendre? Lorsqu'on peut parler aujourd'hui des collectivités territoriales décentralisées, ce qui veut dire que les conseillers régionaux font partie effectivement de ces collectivités territoriales décentralisées. Pour dire que cela émane de la décentralisation. Alors, parlant de la décentralisation, est-ce qu'on a vraiment l'engouement nécessaire? Est-ce qu'on a l'envie de décentraliser effectivement? Nous nous rendons très bien compte que s'il ne s'agit pas en réalité de la décentralisation, mais il s'agit encore une fois de plus d'une hyper-centralisation à travers des personnes qu'on nous impose dans des régions. Conséquence de course, on ne pourra pas les évaluer pour qu'ils nous rendent compte. Est-ce que, selon votre lecture, justement, le mandat de Gervendo et de Katim Ba sera différent des 9 autres mandats? Puisque eux, ils ont semblé bénéficier de l'assentiment en interne des populations et même des conseillers. Ailleurs, c'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce qu'il y aura un regard différent sur eux, du fait de la nature même et des périples de leur élection? C'est même là le piège. Et faisons très attention. Ne l'oubliez pas que les moyens nécessaires pour leur déploiement sur les 5 ans qui arrivent dépendent de la haute hiérarchie. Ne l'oublions pas. Oui, vous avez gagné. Déployez-vous sur le terrain, on voit. C'est ça. Vous avez fait appel à la base que nous négligeons, que nous ne considérons pas. Alors déployez-vous sur le terrain et voir comment est-ce que vous allez le faire. Le véritable problème aujourd'hui est qu'il y a deux façons d'entrer en politique. Soit on entre par la toiture, soit on entre par la base, c'est-à-dire que par la porte centrale. Et entrer par la porte centrale, c'est commencer comme simple militant dans les cellules. Malheureusement, ceux qui entrent par la porte centrale comme simple militant dans les cellules ne sont pas considérés. Et c'est ce qui fait problème dans le RDPC aujourd'hui. Beaucoup se retrouvent au sein du RDPC ayant entré par la toiture et ils ont tous les privilèges. Alors qu'en réalité, ils n'ont même pas la volonté d'être membre. Dans une démocratie à l'envers. Ils n'ont même pas la volonté d'être membre de ce parti. Merci. Et à partir de cet on peut donc comprendre que non, ce qui s'est passé au sud, si dans les autres 9 régions, les plus fermées ont prospéré, au sud, ça n'a pas prospéré parce que c'est la région du chef de l'État. Merci. Et que dans la région du chef de l'État, beaucoup comprennent effectivement d'où viennent les prix fermés. Et que ces prix fermés ne viennent même pas de là où ça devrait venir, de la haute hiérarchie. Que les prix fermés sont fabriqués au milieu afin de pouvoir placer ceux-là qui, effectivement, leur font des louanges au milieu afin de pouvoir gérer la base. Or, en réalité, il n'en est rien. On a compris. Merci, monsieur Assédia. De faire allégeance à la base. Les populations qui constituent effectivement la base d'une formation politique, ce sont ces populations-là qui sont tenues d'être effectivement encensées. Timothée Somba, alors, de mémoire de journaliste, c'est vrai qu'on n'a jamais vu une situation pareille où il y a autant de contestations de la hiérarchie RDPC. Première crainte,
l'implosion. Ça, on n'est pas encore là, mais on a quand même une boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir avec toutes les déflagrations qui pourraient s'y agripper, s'y affairer. Est-ce que, lorsque vous observez justement ces événements du côté des Bolova, vous n'avez pas lieu de craindre qu'il y ait de multiples contestations et même opposition à l'interne pour les législatives et les municipales au sein du RDPC? Il faut proprement ne pas connaître le RDPC pour penser que c'est la première fois. Il y a toujours eu ce problème. Toujours. Ce n'est pas la première fois. La mairie de Yaoundé 2, après le décès de feu Lucas Samba, a eu ce problème. Yaoundé 6 a eu ce problème. Le problème n'est pas les plis fermés. Le problème n'est pas qu'on néglige la base. Il ne faut pas qu'on fasse un amalgame généralisé pour régler des comptes, non. Il faut toujours situer chaque chose dans son contexte. On a une crise de la gouvernance globale. Parce que lorsque le pli fermé vient avec un nom qui travaille, personne ne va le contester. Qui a contesté le littoral? Personne. Qui a contesté l'Ouest? Personne. Parce que là-bas, ça travaille. Le problème est qu'au Sud, Emmanuel V n'a rien fait. Son mandat est nul, de nul effet. Mais c'est pas son nom qui est le plus fermé. Voilà. Non, son nom a commencé à être contesté bien avant même Ça a découragé le pli. Ça a même découragé le pli fermé. Et celui dont le nom, pour des besoins d'équilibre, a été inscrit dans le pli fermé, a dit à Mondo Vision que lui il n'a rien apprêté pour être président du conseil régional. Parce qu'au Sud, c'était un problème d'équilibre. On a dit que la vallée du Ntem, qui jusqu'à présent n'a pas de ministre, doit être le département qui dirige le conseil régional. Sauf que même les populations de la vallée du Ntem ne veulent pas de ces deux noms. Ils ne veulent ni de Bikoro, ni d'Emmanuel V. Parce que ces deux personnages n'ont jamais rien fait pour la vallée du Ntem. On a vu les motions de rejet. Donc, c'est une crise de la gouvernance et non une crise des individus. Le RDPC au Cameroun n'est pas un parti-État. On ne peut pas parler d'un parti-État dans une démocratie. Le premier élément d'existence d'un parti-État, c'est la dictature. Le RDPC est un parti peut-être dominant de gouvernement. Mais jusque-là, c'est toute proportion gardée. Pourquoi? Sur 36 ministres qu'il y a au Cameroun, et même les directeurs généraux, il y a combien ici du RDPC? Tous. C'est la grande majorité. Tous. C'est la grande majorité qui vient du RDPC. Moi, Quand vous ne posez pas de questions, Timothée Samba, vous avez la parole. combien sont issus du RDPC? Presque tous. Sur les 36. Presque tous. Ouais, bon Dieu. Quand vous ne connaissez pas ce qu'on vous dit, Moi je dis presque tous. il n'y a que 4. Et je cite les noms. Grégoire Ouna, Kecha Koutes, Madeleine Tuente, Jean-Ernest Massena, Ngale Bibé. Quand vous dites issu du RDPC, C'est ce que j'explique. Je suis là pour ça. allez-y. Le temps va nous manquer. Non, le temps ne manque pas. Non, le temps Ce va sont nous ces manquer. interruptions qui perturbent. Ça perturbe. Surtout quand on parle des sujets aussi sensibles. Nous sommes là dans la sociologie politique. Les noms que j'ai cités ne sont pas des agents publics. C'est des opérateurs économiques qui ne doivent leur ancrer au gouvernement que pour leur militantisme. Ils sont les seuls. Tout le reste qui gouverne au Cameroun, c'est des agents publics qui doivent donc leur ascension, pas pour leur militantisme, mais pour leurs compétences professionnelles. Femme Dongo a été président de sous-section, de section un jour? Jamais. Est-ce que Ferdinand Gongo a déjà été président d'un comité de base? Jamais. Ça veut dire qu'on les a nommés pour des critères extra-politiques. Le RDPC est donc parti dominant, mais ce n'est pas lui qui gouverne. Le président Paul Biya a veillé à sicipariser le parti politique, les fonctions du parti politique, des fonctions de gouvernement. Vous avez Luc Sindjuno aujourd'hui qui est conseiller spécial du président de la République. Il n'a même jamais été militant à la base. Il est devenu militant après le décret de nomination. Vous avez les Galaxes et tout cas, vous avez les Betiasmo. On peut citer pêle-mêle. Donc le parti politique RDPC n'a pratiquement rien à voir avec le gouvernement du Cameroun. C'est pour dire quoi? Ouais. Je vous relance, monsieur. Il a à voir avec le président Paul Biya.
Et maintenant, tu as posé un problème sérieux. Plusieurs individus ont voulu prendre le parti de Paul Biya. C'est son parti, c'est lui qui l'a créé. Parce qu'au Cameroun, le fondateur de quelque chose, c'est sa chose. On connaît la métaphore de la nounou. Les gens ont voulu prendre le parti du président Paul Biya en otage. Transformer un parti de masse à la base en un parti de classe. Est-ce que quand vous regardez la configuration actuelle du RDPC, on peut encore avoir l'émergence des figures comme Françoise Foni? Non. On ne peut plus. C'est devenu une affaire c'est comme une coterie. C'est le CAMES. C'est devenu une affaire, il faut être sorti de l'INAM, il faut être sorti de Polytech, il faut être sorti de tel. Résultat des courses, on a donc une flopée d'individus qui ne sont pas en osmose avec la base. Et qui, au lieu de travailler pour la base, se mettent à travailler pour ceux qui ont mis leur nom dans le pli fermé. Normal, lorsque vous m'avez donné quelque chose, c'est à vous que je fais allégeance. Merci. Donc, aujourd'hui, il faut que ceux qui bénéficient du pli fermé comprennent qu'on n'est pas contre le pli fermé. Parce que si le RDPC tient debout, c'est grâce à la discipline. Tout à l'heure dans le football, on parlait de discipline. Sans discipline, un parti n'existe plus. Mais il ne faut pas que la discipline se transforme en arbitraire, en comptoir. Parce que la mercantilisation des postes au sein du RDPC est connue. Je ne peux pas citer de nom, mais on sait, aujourd'hui on sait le montant qu'il faut donner pour être membre du comité central. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas donner le montant. Voilà. Vous avez questionné un journaliste. Ce sont des problèmes qui sont symptomatiques de l'environnement camerounais, au sein duquel la vénalité a pris le pas sur l'intégrité. Merci Timothée Somba. Je donne 1 minute, puisque le temps est quasiment achevé, à chacun des 5 que vous êtes sur cette estrade. Michel Gabriel Chougem, alors, lorsque le constat est aussi amer pour certains et joyeux pour d'autres, puisqu'il y a des gens qui sont quand même contents, qui les leurs sont désormais aux affaires, est-ce qu'on peut dire que l'on se tourne au RDPC de façon sereine vers 2026 et les législatives, les municipales? Sérénité ou anxiété? Moi, je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Moi, quand je comprends les affaires de pli fermé, est-ce que les affaires de pli fermé riment même avec la démocratie? Oui. Quand on dit démocratie, on ne parle pas de pli fermé. Ça, c'est des affaires ça, c'est de l'autocratie, les affaires de pli fermé. Ce sont les partis ça ne devrait jamais exister. Pas l'expression du suffrage. Les plis fermés ne doivent pas exister quand on dit démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le peuple, non? Pour le peuple, pas le peuple. Qu'est-ce que vous foutez avec les affaires de pli fermé là? Merci. Hein? Et je crois que le vent qui secoue, n'est-ce pas, le microcosme politique de la région du Sud là, en ce moment est révélateur du changement qui s'annonce au Cameroun. L'élection de M. Gerben Do à la tête du Conseil régional du Sud sonne le glas des plis fermés. Merci. Arthur Cor, alors, le vrai débat ou alors le grand débat revient, investiture ou primaire? Non, le choix va revenir au RDPC, mais j'estime, hein, c'est un choix, et encore que je suis le seul du Sud ici, ce plateau, je peux donc vous dire que je sais de qui, vous n'êtes pas le seul. je sais de qui on parle et de comment certains, l'arrogance de certains qui frustre parfois l'indécence. Mais là n'est pas le problème. Il faut que certains arrêtent avec leur fantasme qui croient que ce qui les a dépassés à faire va venir du Sud. Il y a eu une élection, il y a eu des choix, et des choix ont été faits. Et ceux qui doivent décider vont en décider. À mon sens, les primaires demeurent la meilleure expression de la démocratie à la base. Très bien. Parce que c'est celui qui a été choisi qui peut parler aux gens. C'est basique. Vraiment, merci. Monsieur Noir, qu'est-ce qu'on fait? Le RDPC, l'implosion, peut-être, ou pas, mais boîte de Pandore, qu'il faut bien regarder. Boîte de Pandore, peut-être pas l'implosion, si le RDPC s'assoit et repense, c'est-à-dire les stratégies pour être ce mastodonte de là qu'on a toujours connu. Maintenant, je vais revenir en un mot sur ce que Monsieur Assiga disait tout à l'heure sur comment les conseils régionaux vont se déployer sur le terrain. Moi, il me souvient que j'ai fait une émission avec Monsieur V sur la chaîne nationale et il décriait le fait que les compétences ne soient pas transférées
aux conseils régionaux. Et cela est un problème. On ne peut pas parler de la décentralisation. On ne peut pas vendre c'est pas moi la corde, la chèvre en gardant la corde, comme on dit prosaïquement. On ne peut pas parler de décentralisation alors que ceux-là qui sont censés transférer les compétences sont toujours dans l'optique d'un État jacobin où tout est gardé à Yaoundé. M. Banlok a été reconduit dans le littoral. Bien évidemment. Il a bénéficié des faveurs spéciales. Bien évidemment, M. Banlok a été conduit dans le littoral. Un morceau de sucre. Ça, c'est un épiphénomène. Parce qu'il faut le dire. Merci. Il faut effectivement que les compétences soient transférées aux régions pour que ces conseils régionaux-là nous prouvent qu'ils sont capables de répondre aux attentes des populations. Merci, M. Noir. M. Assia, maçon attendu au pied du mur. Mais c'est vrai que pour cette mandature, les conseils régionaux n'auront pas la tâche facile. Mais ils n'auront pas la tâche facile. Ils ont d'abord quelle tâche? Étant donné que les gouverneurs sont toujours les patrons des régions, ils auront quelle tâche? Ils n'ont jamais eu de tâche. D'ailleurs, je vois Timothée Sombaki secoue la tête. Ce sont les gouverneurs qui vont bel et bien installer les présidents des régions d'ici peu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre quelque chose de... Je dis une chose. Qu'on le veuille ou non, le RDPC est aujourd'hui, qu'on le veuille, est le parti État. Dans les 10 régions, c'est le RDPC qui est représenté. Donc, à partir de cet instant, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous posons le problème du RDPC sur la table, parce qu'il s'agit maintenant de la vie de la nation. Et dans la vie de la nation, c'est le RDPC qui est représenté. C'est pourquoi les problèmes du RDPC sont posés sur la table pour que nous en débattions. On a compris. Timothée Somba, non, le temps est achevé. Timothée Somba, en une minute. Ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire que dans le système de démocratie représentative, c'est aux partis politiques que revient un siège. On se fait bien comprendre. Le siège n'appartient pas aux individus, mais le siège appartient aux partis politiques. Maintenant, libre aux partis politiques en interne de décider du modus operandi de désignation de ses représentants. Parce qu'il faut bien que la courroie soit bien assurée du sommet jusqu'à la base. Mais il y a un problème. Il y a un problème fondamental. C'est que aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué. Il y a des conseils régionaux qui ont piétiné, pas par manque de transfert de compétences, mais par incompétence de leurs dirigeants. Et les populations ont sanctionné cela. On n'a pas besoin... Merci, monsieur. Avec 3 milliards, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Ce n'est pas avec 100 milliards que vous ferez quelque chose. Camerounais, Camerounaises, faisons notre aggiornamento et mettons au travail. Le peuple est de plus en plus exigeant. Ne pas, le temps est achevé. Mon ami Stéphane, la réalisation de ce grand signe. On est sérieux sur Info TV, le timing des émissions. On va vous dire merci à tous qui avaient contribué à ce que cette édition du Grand Soir brille. Vos millions de contributions sur nos différentes plateformes nous font savoir que nous étions suivis. Nous étions au cœur de l'information. L'information se poursuit sur Info TV. Dans 8 minutes, Emile Fongue sera là pour le journal en langue de Shakespeare. L'actualité d'ici, mais très certainement d'ailleurs, qui reviendra sur toutes ces problématiques. Vous sera servi, je l'ai dit, langue de Molière, c'est 20h. Madeleine Karine Billa sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous toujours sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Bon début de week-end.